Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Ce programme vous expliquera Pensée de science-fiction, compétences pour réfléchir aux affaires et à votre avenir, un nouveau livre publié en février 2023. Ce livre explique comment utiliser le mode de pensée de la création de science-fiction pour nous aider à mieux imaginer l'avenir. Il existe un phénomène intéressant, dans les cercles de l'innovation et de l'entrepreneuriat, tout le monde aime particulièrement parler d'œuvres de science-fiction. Par exemple, après la publication du roman « Le problème des trois corps », de nombreux hommes d'affaires l'ont fortement recommandé. Surtout dans l'industrie Internet, de nombreux termes proviennent directement d'œuvres de science-fiction, tels que « saut »,« lien » et « frappe de réduction de dimensionnalité ». Ce n'est pas vraiment parce que tout le monde suit la tendance, mais les œuvres de science-fiction peuvent vraiment nous aider à voir l'avenir. Par exemple, la technologie VR et le métavers évoqués par de nombreuses personnes proviennent pour la première fois d'un roman de science-fiction, Snow Crash, publié en 1992. Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ainsi que le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, ont déclaré publiquement qu'ils s'étaient inspirés de ce roman pour créer leur propre entreprise. Vous voyez, la science-fiction n'est pas seulement une forme d'art, elle affecte réellement le monde. L'historien Yuval Harari, auteur de Une brève histoire de l'humanité, estime que les œuvres de science-fiction constituent l'une des catégories artistiques les plus importantes du XXIe siècle. Alors pourquoi les œuvres de science-fiction ont-elles de telles capacités? Pouvons-nous également apprendre de telles capacités? Le livre interprété dans ce numéro peut vous apporter la réponse. Il y a 3 auteurs de ce livre, tous originaires du Japon. La combinaison des 3 personnes est très intéressante. L'un des auteurs est Michito Miyamoto, qui est à la fois écrivain et éditeur de science-fiction, tandis que les 2 autres auteurs sont Fujimoto Atsushi et Seki Nidma, tous 2 de l'Institut de recherche Mitsubishi du Japon. Il s'agit d'un groupe de réflexion dans le monde de l'entreprise japonais, responsable du conseil aux entreprises et de la recherche macro. Par conséquent, les 3 auteurs discutent conjointement de la manière dont le fonctionnement de la science-fiction nous aide à imaginer l'avenir à partir des 2 domaines de la science-fiction et des affaires. Ensuite, interprétez le livre en 2 parties. Dans la première partie, parlons de pourquoi les œuvres de science-fiction nous aident à réfléchir à l'avenir. Dans la deuxième partie, parlons de méthodes spécifiques, comment pouvons-nous apprendre des écrivains de science-fiction et rendre notre propre réflexion plus créative. Première partie. Passons d'abord à la première partie. Pourquoi les œuvres de science-fiction nous aident-elles à penser l'avenir? Diriez-vous, parce que les œuvres de science-fiction sont des créations tournées vers le futur. Ce à quoi les gens pensent chaque jour, c'est l'avenir. Cependant, cette réponse ne peut être considérée que comme superficielle. Le concept des « imaginations tournées vers l'avenir » est encore trop abstrait. Ce livre décompose en outre la manière dont les œuvres de science-fiction sont imaginées et résume 3 éléments. Un grand nombre d'œuvres de science-fiction suivent ces 3 éléments pour imaginer l'avenir. Ces 3 éléments correspondent exactement à l'orientation du développement de notre monde réel et constituent la clé des œuvres de science-fiction qui nous aident à penser l'avenir. Parlons ensuite de ces 3 éléments. Le premier élément est appelé « interconnexion mondiale ». Sans parler des œuvres de science-fiction d'aujourd'hui, Verne publie en 1872 le roman « Le tour du monde en 80 jours ». Aux yeux des gens il y a 150 ans, le monde était déjà relié par un réseau de transport. Quelques décennies plus tard, dans les années 1940 et 1950, quand Asimov, le célèbre maître de la science-fiction, écrivait le roman « La Fondation », il ne s'agissait pas seulement de l'Internet mondial, dans son roman, il s'agissait déjà de l'ensemble de la Voie lactée 2000. Des dizaines de des milliers de planètes et des milliards de personnes sont complètement interconnectées. Le monde réel n'a certainement pas encore évolué à ce point, mais la tendance est la même. Le monde est de plus en plus connecté, il y a Internet qui connecte les informations, il y a l'Internet des objets qui fait circuler les marchandises et il existe un réseau de transport qui nous permet de voler vers n'importe quel coin du monde en une journée. Avec divers réseaux reliant le monde, tous les coins du monde sont tissés ensemble et tout changement sera partagé en temps réel. Cette interconnexion mondiale est une bonne chose, mais elle comporte aussi des dangers cachés. Ce livre utilise une métaphore, dans le passé, c'était comme si tout le monde vivait dans des maisons séparées, mais maintenant c'est comme si les maisons étaient toutes côte à côte. Autrefois, lorsque la maison d'un voisin prenait feu, seule sa propre maison était en danger. Aujourd'hui, lorsque la maison d'un voisin prend feu, tout le monde est en danger. Bref, aucun pays, aucune région, aucun individu ne peut être à l'abri. Une société mondialisée est une société dans laquelle les opportunités et les crises se propagent rapidement. Le deuxième élément des œuvres de science-fiction imaginant l'avenir est appelé « changement rapide ». Vous constaterez que dans la plupart des œuvres de science-fiction, la science et la technologie progressent à pas de géant et que la société évolue rapidement. Et voilà à quoi ressemble notre société aujourd'hui. Certains ont résumé l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui comme « l'ère VUCA ». Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de 4 mots anglais, volatility, volatilité, uncertainty, incertitude, complexity, complexité, et ambiguity, ambiguïté. En termes simples, qu'il s'agisse de science-fiction ou de la vie réelle,
la société subit souvent des changements inattendus. Vous constaterez donc que la plupart des œuvres de science-fiction s'appuient sur ces deux éléments pour créer des défis et un sentiment de crise, une interconnexion mondiale et un changement rapide. Un changement inattendu a provoqué une crise qui s'est rapidement propagée à travers le monde, mettant en danger l'ensemble de la société humaine. Écoutez, est-ce que beaucoup d'œuvres de science-fiction commencent comme ça? Quand il y a une crise, il faut une solution. Après tout, la fin de la plupart des œuvres de science-fiction ne signifie pas la destruction de la Terre ni l'extinction de l'humanité, la crise doit encore être résolue. Comment sortir de la situation? Cela nous amène au troisième élément des œuvres de science-fiction imaginant le futur, l'intersection des disciplines. En réalité, lorsque les gens décrivent un sujet, ils ont souvent l'habitude d'en décrire le cœur. Les œuvres de science-fiction préfèrent décrire les frontières entre les disciplines et les zones de rencontre des différentes disciplines. Par exemple, le célèbre écrivain de science-fiction Asimov a décrit une sorte de psychohistoire dans le roman Fondation, qui rassemble les statistiques, les mathématiques et l'histoire. Son concept est que tant que l'échantillon est suffisamment grand, il peut prédire l'avenir de l'humanité. Le concept de psychohistoire est très similaire au big data à l'ère d'Internet, mais il faut savoir qu'Asimov a écrit ses intrigues dans les années 1940, alors qu'Internet n'existait pas du tout. Sans oublier que les œuvres de science-fiction combinent souvent l'informatique, l'ingénierie dans le domaine de la robotique et d'autres disciplines pour décrire une nouvelle science. Vous constaterez que la créativité de nombreuses œuvres de science-fiction est l'étincelle entre différentes disciplines. Le point de rupture dans le travail qui résout la crise est souvent la convergence de différentes disciplines. Ce type de discussion sur les œuvres de science-fiction peut permettre aux gens de sortir du cadre d'un sujet et de l'examiner dans une perspective plus large. En fait, non seulement les auteurs de science-fiction le font, mais certains chercheurs associent également les deux disciplines pour voir quelles étincelles peuvent naître de la collision. Par exemple, l'économiste de renommée mondiale Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d'économie, a étudié une théorie imaginative, le commerce interstellaire. En supposant que les civilisations des différentes planètes puissent commercer entre elles et que l'univers entier soit un grand marché, quels changements se produiront-ils dans la théorie économique à ce moment-là? Krugman nous dit que le point le plus important est que le temps deviendra un coût énorme qui ne peut être ignoré. Si vous avez une certaine compréhension de la théorie de la relativité, vous connaîtrez certainement l'exemple des jumeaux, une paire de jumeaux, le frère aîné est allé dans l'espace pour voyager dans un vaisseau spatial proche de la vitesse de la lumière, et le frère cadet est resté dans l'espace. La Terre. Plusieurs années plus tard, lorsque le frère aîné reviendra sur Terre, il sera meilleur que le frère cadet. Jeune, plus le vaisseau spatial va vite, plus il sera jeune. Il est très possible que, de l'avis du frère aîné, il ne soit parti que depuis 10 ans, mais que le frère cadet vive sur Terre depuis 100 ans. Supposons que mon frère non seulement voyage, mais prenne également un vaisseau spatial pour faire des affaires dans des lieux extraterrestres, achète des marchandises d'une valeur de 10 000 yuan et devienne un marchand d'espace. Le frère cadet possède également 10 000 yuan, qui sont déposés directement à la banque. Au moment où le frère revient, 100 ans se sont écoulés sur Terre et en supposant que le taux d'intérêt annuel de la banque soit de 5%, le dépôt du frère s'élève désormais à plus de 1,3 million. Par conséquent, si les biens de mon frère ne peuvent pas être vendus pour plus de 1,3 million, autant mettre l'argent à la banque de la Terre et se promener les mains vides dans l'espace. Partant de cette hypothèse, Paul Krugman a effectué des calculs plus complexes et est parvenu à deux théorèmes fondamentaux du commerce spatial. Le premier théorème, lors d'échanges entre planètes, le calcul des intérêts doit utiliser l'horloge de la planète, et non celle du vaisseau spatial. C'est facile à comprendre, au cours des 10 dernières années sur le vaisseau spatial de mon frère et des 100 dernières années sur Terre, s'il avait utilisé l'horloge de son vaisseau spatial pour calculer les intérêts, il aurait subi une perte énorme. D'un autre côté, si mon frère emprunte de l'argent à une banque pour faire des affaires, la banque subira également de lourdes pertes. Donc, du point de vue de la banque, je suis prêt à le calculer de cette façon, en évitant à mon frère d'appuyer sur l'accélérateur du vaisseau spatial, et la banque économisera 15 ans d'intérêt. Deuxième théorème, en raison de l'existence d'une concurrence commerciale, les dépôts sur différentes planètes convergeront progressivement vers le même taux d'intérêt. En effet, d'énormes changements dans le temps et une petite différence dans les taux d'intérêt finiront par conduire à des résultats très différents. Par exemple, si le taux d'intérêt sur Terre n'est pas de 5%, mais de 4%, alors 10 000 yuan ne deviendront que 500 000 dans 100 ans, s'il est de 6%, alors 10 000 yuan deviendront 3,39 millions dans 100 ans. Si les taux d'intérêt bancaires sur différentes planètes sont incohérents, alors le résultat final doit être que tout le monde se lancera dans un arbitrage spatio-temporel, de 4% de prêts locaux à 6% de dépôts locaux, puis fera une vague dans l'espace, en attendant de gagner de l'argent 100 ans plus tard. Prenez la différence d'intérêt. Le résultat final est que les taux d'intérêt sur les différentes planètes auront certainement tendance à être unifiés. Plus tard, Paul Krugman a publié un article annonçant sa théorie du commerce interstellaire. La conclusion de l'article est que dans le commerce interstellaire, même si la forme changera radicalement, les principes économiques ne sont pas différents de ceux qui existent sur Terre. Si le commerce interstellaire existe réellement à l'avenir,
il ne sera pas très différent de l'économie sur Terre. Vous voyez, lorsque deux disciplines sont réunies et entrent en collision, des idées créatives qui inspirent de nouvelles connaissances peuvent souvent être produites, et les œuvres de science-fiction sont les meilleures pour mener ce type de réflexion. Afin d'obtenir de nouvelles idées, les innovateurs américains liront consciemment divers romans de science-fiction et rechercheront divers écrivains de science-fiction, ce qui leur permettra de sortir des sentiers battus et de trouver de meilleures idées. Résumons, pourquoi les œuvres de science-fiction nous aident-elles à réfléchir à l'avenir? Si c'est simplement parce que les œuvres de science-fiction sont des créations tournées vers l'avenir, alors cette réponse est trop générale. Ce livre démontre davantage la manière dont les œuvres de science-fiction sont imaginées et résume trois éléments, l'interconnexion mondiale et le changement rapide. Ces deux facteurs ensemble sont souvent à l'origine de crises dans les œuvres de science-fiction, et il en existe un troisième, l'intersection interdisciplinaire. D'éléments est souvent la clé pour trouver le point de rupture pour résoudre une crise. Les trois éléments, interconnexion mondiale, changement rapide et intersection interdisciplinaire, correspondent exactement à l'orientation du développement de notre monde réel. C'est la clé des œuvres de science-fiction qui nous aide à penser l'avenir. Je pense que vous avez peut-être une autre question, en réfléchissant à ces trois éléments, les œuvres de science-fiction peuvent-elles prédire l'avenir? Bien sûr, ce n'est pas nécessairement vrai. La science-fiction ne consiste pas seulement à deviner et elle ne peut pas être aussi précise. Alors à quoi sert la science-fiction? J'ai vu une phrase dans le livre, l'avenir ne va pas toujours dans une certaine direction. Il doit y avoir un avenir que nous pouvons choisir. Après cette phrase, vous pouvez penser à d'autres mots apparentés, comme celui du réalisateur Cameron, la science-fiction ne peut pas prédire l'avenir, sa fonction est d'empêcher un certain avenir. Un autre exemple est un dicton célèbre et populaire dans l'industrie de l'innovation, prédiction la meilleure façon de construire l'avenir est de le créer. C'est la plus grande valeur des œuvres de science-fiction pour l'avenir de la société humaine, elles ne fournissent pas de prédictions, mais des options. Les œuvres de science-fiction montrent à quoi pourrait ressembler l'avenir, il y a des choses que nous espérons arriver et d'autres que nous ne voulons pas qu'elles se produisent. Ensuite, nous pouvons choisir l'avenir, trouver la voie la plus brillante et façonner notre avenir dans cette direction. La seconde partie. Après avoir parlé du niveau conceptuel, dans la deuxième partie nous parlons de méthodes spécifiques, comment pouvons-nous apprendre des écrivains de science-fiction et rendre notre propre pensée plus créative? Jetons un coup d'œil aux conseils donnés dans ce livre. Le livre résume la méthode de pensée de science-fiction 3x5. Pourquoi s'appelle-t-on 3x5? Il résume 5 compétences de réflexion selon les 3 perspectives des écrivains de science-fiction, des éditeurs de science-fiction et des auteurs de science-fiction, totalisant 15 éléments. Vous n'êtes pas obligé de le mémoriser. J'ai mis ces 15 éléments dans le manuscrit. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'ouvrir et le lire. Liste des méthodes de réflexion de science-fiction 3x5. Comment pensent les écrivains de science-fiction? Point 1. Créer d'étranges mots inventés. Point 2. Imaginer un monde dans lequel une certaine technologie a fait des progrès rapides. Point 3. Concevoir un personnage avec des valeurs et des modes de vie différents de celui actuel. Point 4. Observer la structure de la société future du point de vue de personnes occupant différentes positions. Point 5. Discuter des nouveaux problèmes et des contradictions structurelles qui ont émergé dans ce monde. Comment pensent les éditeurs de science-fiction? Point 1. Découvrir les connaissances professionnelles cachées chez les gens et créer des opportunités pour réfléchir à l'avenir. Point 2. Relier les troubles qui vous entourent à la société future et susciter une résonance. Point 3. Ne pas prédire l'avenir, mais collecter des connaissances pour faire des sauts créatifs. Point 4. Introduire de multiples perspectives pour aider à éliminer les valeurs dépassées dont l'auteur n'a pas conscience. Point 5. Ne visez pas l'achèvement de l'histoire, mais planifiez à l'avance l'expansion une fois terminée. Comment pensent les lecteurs de science-fiction? Point 1. Considérez-vous comme le protagoniste et vérifiez personnellement les détails du monde futur. Point 2. Utilisez toutes vos réserves de connaissances pour vous plonger dans les technologies et outils fictifs de l'œuvre. Point 3. Faire face à la situation sociale future inattendue, imaginez son histoire et son contexte et essayez de la comprendre. Point 4. Discutez sérieusement du monde fictif avec vos amis, et communiquez si possible avec l'auteur. Point 5. Bien qu'il s'agisse d'une image fictive du futur, je veux quand même travailler dur pour la réaliser. Parmi ces 15, certains d'entre nous sont nous-mêmes connus. Par exemple, en tant que lecteur, il est préférable de s'insérer dans l'histoire lors de la lecture. Lors de la lecture, pensez toujours à « que ferais-je si j'étais le protagoniste ?» Comme le disaient les anciens, il faut toujours fermer le livre et réfléchir, fermer le livre et réfléchir par soi-même. Mais parmi ces 15, il y en a au moins 3 auxquels je n'avais pas pensé auparavant. Je souhaite partager ces 3 éléments avec vous. La première vient de la façon de penser des écrivains de science-fiction, qui consiste à créer d'étranges mots inventés. Dans le passé, nous pensions que lorsque les auteurs de science-fiction concevaient des histoires, leur point de départ pouvait être un principe scientifique, ou bien ils pouvaient imaginer un nouveau dispositif ou une nouvelle invention. Mais ce livre nous dit que lorsque de nombreux écrivains de science-fiction conçoivent une histoire,
La première chose qu'ils font est de créer des mots fictifs, et ce mot deviendra la pierre angulaire pour construire un avenir inattendu. Par exemple, dans le roman « Avalanche », mentionné plus tôt, dans ce livre, le mot inventé est « pays agréé ». Nous avons entendu parler de restaurants franchisés et de dépanneurs franchisés, mais dans ce livre, l'État peut également franchiser. Les États-Unis dans le roman regorgent de franchises, tout comme les chaînes McDonald's. Vous voyez, il y a des entreprises puissantes qui dominent le pays. Le sens de la science-fiction et de la crise du roman apparaît immédiatement. Ce livre donne une technique pour créer de nouveaux mots imaginaires en combinant des mots existants dans d'étranges combinaisons. Par exemple, nos mots incluent « pays démocratique » et « dépanneur franchisé ». Si nous changeons l'ordre, « pays franchisé » est un nouveau mot fictif, et le « dépanneur démocratique » correspondant est également un nouveau mot fictif. Ce concept, il peut aussi donner naissance à de nouvelles idées. Ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'un jeu de mots de l'écrivain. Cette approche peut également être utilisée dans les idées commerciales. Les 3 auteurs de ce livre ont organisé des ateliers de science-fiction et ont utilisé la pensée de la science-fiction pour trouver l'inspiration pour les entreprises futures. La première étape de l'atelier consiste à créer des mots fictifs. Toutes les idées créatives qui suivent sont basées sur des mots inventés. C'est la première étape pour apprendre la créativité à partir d'œuvres de science-fiction et créer des mots inventés. La deuxième chose que je souhaite partager avec vous vient de la méthode de réflexion des lecteurs de science-fiction, se plonger dans les technologies et les outils fictionnels présents dans les œuvres. Des technologies ou des outils fictifs apparaissent souvent dans les œuvres de science-fiction, de la libellule en bambou de Doraemon à l'ascenseur spatial, qui peut monter directement dans l'espace. Ce livre suggère qu'en tant que lecteur, vous ne devez pas tout accepter sans réfléchir, mais avoir un certain esprit de recherche. Si vous avez des questions, faites des calculs et des dessins pour vérifier si cet outil peut vraiment tenir dans la réalité. Si les résultats ne correspondent pas à la réalité, réfléchissez aux technologies qui font actuellement défaut. Cette suggestion peut paraître ringarde. En fait, cela peut non seulement nous permettre de nous amuser davantage en appréciant les œuvres de science-fiction, mais aussi nous servir de point de départ pour imaginer l'avenir. Dans l'atelier de science-fiction conçu par les 3 auteurs, après avoir créé des mots fictifs, l'étape suivante consiste à suivre cette idée pour concevoir des outils pour le futur. S'il peut être produit avec la technologie actuelle, réfléchissez au type de technologie nécessaire pour développer davantage l'entreprise du point de vue de l'amélioration des fonctions, de l'élargissement de la base d'utilisateurs et de la réduction des coûts. Si la technologie actuelle ne peut pas produire les outils correspondants, réduisez la difficulté technique et redéfinissez-la. Par exemple, lors d'un atelier, le mot inventé était « école des drones ». Il serait techniquement irréaliste de la définir comme une école capable de flotter dans le ciel comme un drone. Si la difficulté est réduite et la définition est modifiée, par exemple si les étudiants suivent des cours en ligne à domicile, mais que le matériel pédagogique et les devoirs nécessaires seront livrés directement à leur domicile par drone, la faisabilité technique augmentera soudainement. C'est la deuxième façon d'apprendre la créativité à partir des œuvres de science-fiction, un outil pour concevoir l'avenir. Le troisième vient aussi de la façon de penser des écrivains de science-fiction, concevoir des personnages avec des valeurs et des modes de vie différents de ceux actuels. Après avoir imaginé un monde merveilleux de science-fiction, où les gens utilisent des mots fictifs différents et appliquent des technologies différentes de celles d'aujourd'hui, l'écrivain imaginera ensuite quel genre de personnes existent et quel genre de vie ils mènent. Que font-ils pour vivre? Que manges-tu chaque jour? Quel type de divertissement est disponible? Le livre dit qu'à travers cette étape, la formation du monde de la science-fiction commence de l'objectivité au sentiment subjectif. Une fois les personnages en mouvement, le monde fictif a de la chair, du sang et un battement de cœur. De même, lorsque l'on pense à l'avenir à l'aide de la pensée de science-fiction, il faut également imaginer les personnages du futur. On peut le penser dans la lignée des outils précédents, il y a au moins 3 rôles, les utilisateurs satisfaits, les utilisateurs insatisfaits et les utilisateurs qui souhaitent proposer des suggestions d'amélioration constructive. Par exemple, l'école des drones mentionnée plus tôt, imaginez ceci, s'il existe vraiment une telle école, que diront les enseignants et les élèves satisfaits, que diront les enseignants et les élèves insatisfaits, tout le monde s'assoit ensemble et commence. Une réunion pour discuter de la manière d'améliorer l'école, quelles opinions chacun donnera-t-il? Vous constaterez que lorsque vous imaginez selon cette ligne de pensée, cet avenir deviendra de plus en plus réel. Pour résumer, lorsque nous imaginons l'avenir, nous pouvons avoir 3 points de départ, les futurs mots, les futurs outils et les futurs rôles. En utilisant ces 3 points de départ pour imaginer étape par étape, vous pouvez imaginer un scénario futur spécifique étape par étape à partir de différentes idées. Comment cette façon de penser peut-elle être appliquée aux entreprises? Ce livre propose de nombreux scénarios. Par exemple, même si le patron et le client ne le diront pas directement, écrivez-moi une histoire future qui ressemble à un roman de science-fiction. Mais beaucoup d'entre nous se voient poser des questions comme celle-ci, quel genre de travail souhaiteriez-vous exercer dans 10 ans? Où pensez-vous que cette entreprise sera dans 10 ans? Quels seront les besoins de nos utilisateurs dans 5 ans? Comment cette activité va-t-elle se développer à l'avenir?
vous constaterez que lorsque notre réflexion implique des intervalles à long terme, la pensée de science-fiction peut entrer en jeu. Le livre mentionne spécifiquement que lorsqu'elles sont utilisées dans les affaires, la pensée de science-fiction et l'analyse des tendances macroéconomiques sont combinées. La pensée de science-fiction est responsable des possibilités, et l'analyse macro est responsable de la certitude. D'abord la divergence puis la convergence, l'effet d'utilisation sera meilleur. Pour un autre exemple, en tant que manager, vous souhaitez que l'entreprise atteigne un état d'unité, où tout le monde est basé sur les mêmes valeurs et s'efforce d'atteindre le même objectif. À l'heure actuelle, si vous insistez uniquement sur les chiffres auprès de vos subordonnés, sur l'augmentation des ventes et l'augmentation des investissements en R&D, il sera difficile de les impressionner. Ce livre vous rappelle qu'il faut aussi une « histoire du futur » pour porter la vision de l'entreprise afin que chacun puisse voir clairement quels efforts chacun doit déployer pour y parvenir. Pour construire cette histoire future, nous devons utiliser la pensée de la science-fiction. Désormais, le contenu principal de ce livre coécrit par Fujimoto Atsuya, Miyamoto Mishoto et Seki Nidma a été expliqué. En fait, il y a de nombreuses discussions éparses sur la science-fiction dans ce livre. À la fin de l'audio, je partagerai avec vous celui qui m'a le plus impressionné. Le livre affirme que la science-fiction peut devenir le reflet du soft power d'un pays. Le concept de « soft power » a été proposé pour la première fois par un universitaire américain nommé Joseph Nye. Il estime que dans les relations internationales, l'influence qu'un pays acquiert en produisant des produits de contenu peut même rivaliser avec sa force militaire. Si une personne aime les films d'un certain pays, elle aura naturellement une meilleure impression de ce pays. Suivant cette idée, jetons un coup d'œil au box-office hollywoodien. La série de films numéro 1 est Marvel Universe, et la série numéro 2 est Star Wars. Les deux séries sont des superproductions de science-fiction. De ce point de vue, nous pouvons voir la valeur de la science-fiction. Les trois auteurs japonais mentionnent également spécifiquement dans le livre que la puissance douce de la Chine en matière de science-fiction s'améliore rapidement. Le livre cite spécifiquement le « Rapport sur l'industrie de la science-fiction en Chine 2019 » de l'Université des sciences et technologies du Sud. La valeur totale de la production de l'industrie chinoise de la science-fiction au premier semestre 2019 a dépassé 31,5 milliards de yuan. J'ai trouvé un rapport actualisé sur l'industrie. Le chiffre d'affaires total de l'industrie chinoise de la science-fiction en 2021 s'élève déjà à 82,96 milliards de yuan, et l'industrie chinoise de la science-fiction se développe davantage. L'auteur déplore dans son livre que le Japon semble n'avoir pas réussi à suivre la tendance mentionnée ci-dessus et qu'il soit devenu un pays sous-performant. Il y a même une question dans le livre, des œuvres comme « Le problème des trois corps » sont apparues en Chine, mais qu'en est-il du Japon? C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.